Ah, me dis pas, on va commencer en mode bonjour, ça fait longtemps, Tausen, présente-toi. Ah si. Mais non, viens, on rentre directement dans le. Question 2. Dans la question 2. Bonjour Tausen, Salut Nikita. comment vas-tu? Ça va très très bien, très content d'être là avec toi, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Donc, je te l'ai dit en off, c'est toi tu m'as fait percer. Donc je devais te rendre l'appareil maintenant que je suis une star. Merci de reconnaître mes talents de dénicheur. Je l'ai dit, non, je l'ai dit, je l'ai dit. Comment ça va? Comment ça va depuis? Tu viens de sortir un EP qui s'appelle Baby Don't Cry. Mhm. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sortir justement des projets entiers. Comment ça se passe? C'est quoi la situation de Tausen en ce moment? Il est libre, il est content, il s'en fout, il fait ce qu'il aime. Comme tu as dit, ça faisait un bail. Pendant 2 ans, j'étais en année sabbatique. Beaucoup de réflexion, beaucoup de travail sur mes choix et sur mon art, etc. Et là, cette année 2024, c'était vraiment l'année du retour, du renouveau, tu vois, la renaissance du pan. Franchement, on a sorti énormément de morceaux. J'ai ouvert mon propre label. Et quand je te dis libre et il s'en fout, il est content, c'est qu'aujourd'hui, ouais, j'ai plus aucune contrainte ou d'obligation envers qui que ce soit. Du coup, je me fais plaisir. Donc, c'est vraiment la mentalité du nouveau Tausen et j'ai envie de garder ça toute ma vie. On va revenir un petit peu en arrière. Comment ça se passe? Moi, je me souviens, je t'avais découvert avec Resté, je crois, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. C'était vraiment les débuts de Tausen, même avant tu te cherchais. C'est ça, exact. Comment tu trouves la touche Tausen? Parce qu'avant Resté, j'avais l'impression que tu étais dans des tentatives un peu hasardeuses. C'est ça. Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai un groupe. Les gens, ils oublient ça. On n'a pas fait long feu. C'était des rallye du quartier. On rigolait. C'est là où il y avait ce truc de on se cherche. C'est la première fois que je suis derrière le micro. Je me suis jamais dit, ouais, j'ai envie de faire de la musique dès mon jeune âge. Avant Rester, j'avais sorti Aucun remords. C'était mes 2 premiers morceaux que j'ai clippé tout seul, monté tout seul. À l'époque, je mettais ça sur SoundCloud. Et ouais, je pense que c'est vraiment à la sortie de Rester que même on s'est rencontrés. Tu faisais les soirées à Les open Molenbeek. soul. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est quoi le son Tausen? Je sais pas quelle est la formule, mais je sais quand le morceau est fini que ça, c'est un morceau Tausen. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parfois, je fais des morceaux et je me dis, là, ok, ça c'est un truc afro, là c'est un truc rebeu, là c'est un truc pop français, mais c'est pas Tausen, c'est moi qui essaye de faire un truc cool. Ça n'empêche pas que le morceau il fonctionne ou qu'il soit bien, mais il y a des morceaux, parfois, je me dis, ça, je sais que mon public va aimer, ça, je sais que c'est la touche Tausen que personne ne sait faire. Mais comment est-ce que je le fais? Ça, non. On va dire ce truc un peu sonorité maghrébine. Moi, je trouve qu'on le retrouve dès le départ. Pas forcément dans la prod, mais dans les top lines que tu vas amener, dans les longueurs, etc., etc. Moi, je me souviens quand tu arrives, c'est quand même un truc très rare. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus popularisé. Je me souviens après, les artistes maghrébins de l'époque, ils étaient beaucoup moins rap R&B, mais ils étaient, tu vois, il y a le Shabi, plus moderne, qu'il y a eu et qui ont pété à fond, etc. Mais là, vraiment, j'ai vraiment eu comme s'il y avait un nouveau versant et comme s'il y a une nouvelle génération, que ce soit de Marocains ou de Belgo-Franco-Marocains, qui, en fait, ça a créé une nouvelle identité, j'ai l'impression. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec ça, avec le recul. Ah, je suis très d'accord avec ça, parce que parfois, les gens ils me disent, ouais, t'as ramené le truc arabe un peu plus tard dans ma discographie, mais je pense pas. Comme tu as dit, c'était pas forcément dans les prods, parce que moi, je commençais avec des potes à moi, on apprenait tous sur le tas, tu vois. Mais c'est quelque chose que moi, j'ai entre guillemets grandi en écoutant ça à la maison ou en vacances ou dans la voiture. Donc, quand j'écris, quand je fais mes top lines, ça sort. Une fois que je prends vraiment la décision d'aller clipper au Maroc, de sortir des EP avec des titres en arabe, au deuxième projet, donc entre le premier et le deuxième, il ne se passe même pas un an, de sortir un morceau qui devient mon plus gros hit à ce moment-là. Moi, je fais ce choix-là et je l'assume. Je me dis, bah, je m'en fous un peu, même si c'est pas à la mode, même si, comme tu as dit, il y a des gens qui font du Shahabé à l'ancienne, il y a des gens où, voilà, ok, on sort de l'époque R&B Fever il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est pas grave. Ouais. Moi c'était tellement automatique que je me suis pas dit, est-ce que l'industrie, elle va aimer? Est-ce que ça va passer à la radio? Est-ce que je vais réussir à fonctionner directement? Une fois que je le sors, je remarque ça. Je vois que les gens, ils prennent ça un peu à la rigolade. Quand je vais en France, par exemple, pour des médias, on me dit
ouais, mais on est avec le nouveau Cheb Khaled 3.0, tu ramènes, tu vois. Et j'étais en mode, vous pensez qu'on rigole, quoi. Aujourd'hui, comme tu as dit, ce truc, il est devenu un peu plus populaire et beaucoup plus sérieux. Moi, ça me fait énormément plaisir parce que ça soit des artistes qui font ça, que ça soit du public, les médias, des beatmakers, souvent, ça revient, on me dit, ouais, on n'oublie pas que toi, tu l'as fait avant que ça soit à la mode. Donc moi, ça me fait un plaisir, mais je ne me suis jamais réveillé en me disant, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est sorti tellement naturellement que, ouais, je suis juste content. Dans ce truc de changement, par exemple, on a parlé du Sharibi un peu moderne. Je pense par exemple à des artistes comme Tiouti et autres qui ont un grand succès au Maghreb, etc. Mais quand j'écoute leur musique, moi qui ne suis pas par exemple maghrébin, j'ai ce réflexe de dire ça c'est de la musique du monde entre guillemets. Et quand je t'écoute toi, je peux t'écouter toi, te dire il y a des sonorités maghrébines, mais ça me parle parce qu'il y a ce côté un peu R&B, peura, tout ça. Tu vois. Mais ça c'est le fait d'être né ici et grandi avec toutes sortes d'inspirations diverses. Par exemple, évidemment, un Tiouti ou un Zouher, tu vois, les artistes qui ont proposé de la musique à sonorité orientale ou maghrébine, eux, à ce moment-là, bon, c'est une génération, ils sont un peu plus âgés que nous, ils l'ont fait pour ce public-là. Nous, aujourd'hui, on le fait avec cette inspiration-là, parce que c'est quelque chose qu'on a dans nos souvenirs, mais on le fait pour les non-maghrébins. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que... Les Gouers. Voilà, exactement. Moi, Non, en fait, il y a une différence entre faire de la musique pour son peuple et de la musique de son peuple. Non, de son peuple pour les autres. Et je pense que c'est ça qui a ramené cette nouvelle mode, entre guillemets. C'est que, bah, en fait, tu peux ramener dans ta prod une darbouka et la mélanger avec une 808 et avoir des petites paroles en français, un peu en arabe, faire une petite ref qui fait plaisir. Et ça rend le truc beaucoup plus accessible à la grande masse. Et je pense, bah, si tu regardes toutes les personnes aujourd'hui qui font ça, on a plus ou moins le même âge. Donc on a tous baigné dans la double culture, dans cette envie de proposer un entre-deux. Donc ouais, les Gouers, ils sont contents. On dit ça bien sûr en rigolant, mais je te dis ça aussi parce que dans ton équipe, tu as des beatmakers par exemple qui n'ont pas forcément de très culturel par rapport à ta musique. Je pense à Glody West par exemple. Ça, ouais. Comment vous trouvez le lien entre vous deux? Premièrement, c'est beaucoup de discussions. Et deuxièmement, c'est juste de la musique. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive, je dis, écoute, moi, mon but, c'est de toucher ce style-là. Et voilà comment il faut l'étudier, voilà comment il faut le ramener. Lui, il a l'intelligence de, même si c'est pas un rebeu, de faire la prod de Safé Salina et d'y avoir la petite touche afro aussi. Tu vois, il est africain, je reste africain. Il y a à un moment donné, on va se croiser dans les sonorités. Mais même dernièrement, moi, je bosse avec des Belges. Mais il n'y a pas pur belge que des Gouers, comme tu dis, et qui juste parce que c'est des génies, ils peuvent comprendre et analyser vraiment 2 heures de musique arabe et te dire ah ok j'ai compris, c'est ça qu'il faut, et avoir une touche plus moderne et plus européenne entre guillemets. Donc moi le métissage j'ai toujours aimé et je pense que dans la musique ça fonctionne très bien. Est-ce que la façon de construire un morceau est différente quand on se met dans une perspective orientale ou dans une perspective, disons, occidentale? Ah ouais. Je veux dire, écrire en arabe, parce que moi j'écris souvent aussi en arabe. Je trouve que c'est déjà les métaphores, la façon de parler de l'amour, elle est plus simple et elle doit être un peu plus directe. Il faut avoir l'image assez directe pour que les gens la comprennent et la chantent. T'as un exemple par exemple? Bah, je te donne juste un exemple. Par exemple, l'amour en français, bah, il y a le féminin et le masculin. Moi, par exemple, si j'ai envie de chanter, j'ai un public féminin et masculin. En arabe, je ne suis pas obligé de te dire, de parler d'elle, tu vois. Je parle de lui, les gens ils se disent, oh, bizarre, mais en fait, moi, je parle de lui, mon amour. Hein. Ça, c'est un truc, quand tu l'apprends en arabe, automatiquement, tes refrains ils sont asexués. C'est-à-dire que tu écris d'une façon à ce que, comme je t'ai dit, c'est plus simple pour tout le monde et que ça soit une femme, un homme ou tout ou n'importe, puisse la chanter. Là, en français, il y a déjà cette problématique-là dans le refrain où tu dois faire un choix. Si tu écris en parlant d'une meuf, bah, automatiquement, les meufs, elles sont moins touchées. Tu vois. Et c'est vrai qu'en français, j'ai l'impression qu'il faut toujours trouver une façon d'embellir les choses. Et bref, c'est chiant. Est-ce que le fait que ce soit asexué
c'est bon aussi pour le business. Parce que je pense à Taiki, par exemple, qui a réussi à faire des morceaux que j'écoutais. Et je me suis dit, ah ouais, là, Totalement. tu peux être et un homme et une femme et Totalement. n'importe quel autre genre que tu veux. Totalement. Mais moi, le moment où j'ai appris ça, j'ai dit, c'est bon, bingo. Parce que aujourd'hui, bah, dans mon optique à moi, être écouté par un maximum de personnes, toucher la plus grande masse possible, je l'ai senti que quand je sors Ça fait Selena et que j'écris, bah, les gens ils me disent le refrain, il est asexué parce que Ça fait Selena, une femme peut le dire et un homme peut le dire, fonctionne beaucoup plus parce que les filles, quand ils font leur TikTok, etc., bah, elles peuvent chanter les paroles beaucoup plus facilement qu'avec un Kdaba, parce que Kdaba c'est pour la femme, du coup c'est plus les hommes qui vont le chanter. Donc une fois que tu arrives à trouver cette manière de contourer comment écrire et parler de l'amour, c'est jackpot quoi. Contourner. Contourner, j'ai dit Comment on quoi? dit contourner en arabe? Parce que comme ça, tu... Je sais même pas, frère. Non. Est-ce que les publics, parce que je sais que dans une des dernières interviews, tu avais dit que tu es plus reconnaissable au Maroc en termes de popularité. Est-ce que les deux publics sont différents et en quoi ils sont différents et est-ce que leurs attentes de Tausen sont différentes? Les attentes, bien sûr. En fait, je ressens beaucoup plus d'amour au Maroc que, par exemple, ici en Belgique ou en France. Et je pense que, enfin, j'en parlais avec des beatmakers nigérians un jour à Paris. Ils me disent qu'il y a vraiment ce truc en Afrique où voilà, on veut mettre en avant quelqu'un des nôtres, surtout s'il fonctionne en Europe. Tu vois. Ah, il a réussi là-bas, on veut le mettre en avant. Quand tu sors quelque chose, bah, automatiquement les vues, les follow, les commentaires, ils viennent toujours des supporters maghrébins du Maroc. Là où j'ai l'impression ici en Europe, il faut toujours passer par une validation, d'être à la mode, passer dans des médias, hype, pour qu'ils te donnent l'heure. C'est pas quelque chose qui me tracasse, je me réveille pas le matin en pensant à eux, même si au début j'essayais de comprendre. Tu vois, j'essayais de comprendre comment ça se fait que tel morceau fonctionne plus là-bas alors qu'il y a des Maghrébins ici. Mais on est plus influencé, je pense, par... Bah, voilà, il y a des Renois, il y a des Blancs qui fonctionnent, il y a des Arabes qui fonctionnent un peu moins. Voilà, fais ton truc. Et si un jour tu pètes vraiment, on va te donner l'heure, on va te courir après. Au Maroc, ils ne cherchent pas ça. Tu rentres dans toutes les radios, t'es numéro 1 sur YouTube. Tu vois, tu ressens ce truc de on est juste content que tu sois là, tu nous as proposé un truc bien, let's go, t'inquiète pas. Et aujourd'hui, ouais, ça fait partie d'une majorité de mon public. Et automatiquement, moi aussi, maintenant, je réfléchis à ça de cette manière-là. Parce que tu as dit les attentes. Du coup, eux, ils attendent à ce que tu les sers un plat qu'ils aiment bien. Quand je sors, par exemple, des trucs en français ou quelque chose, automatiquement, moi, je ressens la différence. Je me dis, ah, ils ont compris que c'est pas pour eux. Donc, là, je me retourne vers l'Europe, etc. Et tu sens que, retour à la réalité, ah ouais, eux, ils sont moins réceptifs. Ils sont moins réceptifs, mais comme je t'ai dit, est-ce que moi j'ai travaillé assez l'Europe entre guillemets ou la francophonie? Non. Ok. Tu vois, moi très rapidement je me suis dit bon, j'ai pas envie de forcer une entrée dans un business qui n'est pas forcément un où je me sens le mieux et un qui m'ouvre les portes aussi facilement. Tu vois. Moi je me réveille le matin, je vais au studio, je fais une chanson, je la poste. Si à gauche on me la demande et on me donne de l'amour, automatiquement, à un moment donné, j'y vais, tu vois. Et je ne calcule pas ce qu'il y a de l'autre côté. Tu disais, les Arabes marchent un peu moins tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est un constat que tu dresses? Et c'est quoi les conclusions de ça? Si je te demande, cite-moi une icône arabe des dernières 10 années à l'international. DJ Snake. Ouais, c'est très très bien dit, mais est-ce que avant, comment s'appelle le morceau tu sais, il a sorti un morceau, il a clippé en Algérie. Avant ça, est-ce que c'était le main propos qui disait « Je suis algérien » Pas forcément, non. Pas forcément. En fait, quand tu poses cette question-là aux gens, ils te disent, là où, tu sais, dans la chronologie, ils s'arrêtent à Cheb Khaled. Tu dis Cheb Khaled. Comme je t'ai dit, c'est pas t'es marocain ou t'es arabe ou t'es algérien et tu fais de la musique, non. Que tu prends la culture et tu la mets, tu la défends. Tu vois. Il y a eu Distinct dernièrement qui a... Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit avant ça. Ok. Le Distinct, le Zamdan, le Tif, le Danil, El Morad, le ouais. Danil, le El Grande Toto, le Saint-Levant.
Eliana, tous ces gens-là, c'est maintenant. Tous ces gens-là, c'est une réponse à cette question-là que je te dis. En fait, comme j'ai dit, on est tous de la même génération. On a plus ou moins tous le même âge. Parce qu'à un moment donné, nous, on a grandi dans une culture européenne où, comme je t'ai dit, l'arabe ne fonctionne pas. Est-ce que c'est l'islamophobie? Est-ce que c'est le racisme? Est-ce que c'est... je ne sais pas, je m'en fous. Je ne me réveille pas le matin en pensant à ça. Mais nous, en tant que jeunes et auditeurs de la musique, et on voit des artistes noirs, des artistes afro-américains qui fonctionnent, latinos, qui deviennent des superstars mondiales, nous aussi, à un moment donné, on s'est posé la question. On s'est dit, comment ça se fait que nous, on n'a pas ça? Et je pense que cet effet-là, de cette réflexion, c'est autant d'artistes aujourd'hui qui proposent, que ce soit dans le clip, que ce soit une parole, que ce soit en fitant entre eux, cette musique arabophone, tu vois? Donc, En fait, c'est les artistes qui mettent en avant leur arabité que ça ne fonctionne pas. Par exemple, je pense à Hamza. On sait qu'il est arabe, ouais, mais quand il est arrivé, il ne le met pas forcément en avant. J'écoute depuis c'est pas son propos principal. Mais il n'est pas venu aujourd'hui, il n'est pas venu avec sa musique en disant je suis arabe. C'est ça que je te dis. Il y a beaucoup d'artistes qui sont maghrébins, qui ont été numéro 1 en France, etc. Mais ce n'était pas le propos qui poussait. Et je pense que tous ces artistes-là qu'on voit aujourd'hui éclore un peu à gauche à droite, c'est une réponse directe. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui croient que ça va pas être juste une hype et que ça va vraiment suivre. Et d'autres personnes ne sont pas si sûres que ça, tu vois. Mais je pense que si, tu sais, avec Spotify et les plateformes qui s'installent de plus en plus au Maghreb, au MENA, etc., je pense qu'on tend vers le retour de, comme je t'ai dit, une icône ou des icônes, j'espère, arabophones à l'international. Tu as parlé justement de différents artistes qui mettent en avant cette arabité aujourd'hui et ça fonctionne dans une certaine mesure. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je suis dans les médias et j'observe un peu en tant que média, comme en 2015 avec la Belgique, on a créé ce truc de le rap belge, etc. Ce qui était bon pour les artistes à ce moment-là, ce qui a été un peu peut-être plus compliqué par la suite parce qu'on a cessé de les regarder, on s'est dit bon, on a tout dit à propos de ce sujet, etc. Aujourd'hui, c'est un peu le disco Maghreb, ce qu'on appelle. Il y a une focalisation des médias là-dessus aussi. Mais tu me diras si je dis le contraire, mais ton nom, il revient pas de façon systématique. Alors que, comme on avait dit, tu as été sans doute l'un des premiers qui a eu des gros titres aussi qui ont pété. Évidemment, je me suis déjà posé la question. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? Enfin, est-ce que tu as le même ressenti? Ouais, je l'ai ressenti. Au début, j'étais en mode, est-ce que je l'ai mal pris? Peut-être, dans une certaine mesure. Aujourd'hui, je ne te mens pas que je suis dans une étape de ma vie et de ma carrière où je m'en fous un peu. Parce que je me dis, passer sa vie à pointer du doigt les autres et dire ouais, mais pourquoi lui et pas moi? Pourquoi vous ne dites pas ça? C'est pas cette énergie-là que j'ai envie d'avoir. Et je me suis rendu compte que en réalisant ça, et juste après aller au studio, tu as une certaine, je ne vais pas dire haine, mais tu es en train de dire, ah, vous allez voir, tu es un peu revanchard et j'ai pas envie de faire ça. C'est à moi de faire le travail et de revenir. Comme je t'ai dit, pendant 2 ans, j'étais... En fait, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé la musique il y a 6 ans. Je sors 2 projets, Covid, pendant 2 ans, silence. Après le Covid, 2 ans de blocage. C'est-à-dire que sur 6 ans, j'ai été actif que 2 ans. Les gens, parfois, ils oublient ça. J'étais actif que 2 ans. C'est là où j'ai pu proposer. J'annonce une tournée, je l'annule à cause du Covid. J'annonce des trucs. Aujourd'hui, j'ai envie de me dire, c'est le nouveau Tausen. J'ai envie de revenir. Je recommence de zéro. Je recommence de zéro. C'est pas grave. Si les médias, les grands médias ne citent pas mon nom, ils disent pas, ah oui, lui, il fait partie de telle ou telle vague, ou il a fait ça avant les autres. C'est à moi de travailler pour que d'ici 1 an, les gens ils disent ah ok d'accord, lui il a sa place et tu sais comment ça fonctionne. Les gens se disent ah mais d'ailleurs, en plus de ça, il y a 6 ans, il a créé ce nom-là, Néorail, il a fait ce truc. Donc je m'en fous un peu. Et je préfère, en toute honnêteté, entre la reconnaissance des médias et la reconnaissance des artistes et des gens dans l'industrie, les beatmakers, etc., je préfère celle-là. Comme je t'ai dit, celle-là, je l'ai. Les gens m'en parlent en off, mais ils m'en parlent. Et moi, c'est suffisant. Mais est-ce que le problème du game, c'est pas le off, justement? Parce qu'en off, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se disent en off,
Mais les gens, ils disent pas en… Mais c'est comme, je sais pas moi. En toute honnêteté, je vais répondre, il faut payer. Je suis honnête. Aujourd'hui, j'ai la casquette d'artiste et de producteur et je vois, tu veux passer dans tel ou tel média, tu veux faire tel ou tel… Tu veux qu'on cite ton nom, tu veux gagner ce prix, tu payes. Hein? Je dis pas que c'est mauvais ou c'est pas mauvais. C'est une réalité. C'est une réalité. Évidemment, en tant qu'artiste, c'est archi nul. Mais c'est une réalité. Et tu ne peux pas te battre contre le business et contre le système aujourd'hui. C'est l'industrie musicale. Et quand tu as envie de passer dans tel ou tel média et leur faire dire « Ouais, les gars, regardez, Tausen, il a sorti ça. » Ou il a dit… Et pas que Tausen, n'importe qui. Il faut être dans un label, il faut avoir un RP, il faut payer. Tu vois? Et comme je t'ai dit, je suis dans une étape de ma vie où ça ne me dérange pas. Tu l'acceptes, tu passes à autre chose. Et on sait qu'il y a énormément d'artistes américains, etc. À un moment donné, ils reçoivent leurs fleurs. Est-ce que je vais les recevoir un jour? Oui, non, m'en fous. Juste pour être précis par rapport au sentiment de manque de reconnaissance, parce qu'on a parlé des deux versants, que ce soit au Maghreb ou autre. Est-ce que les médias du Maghreb, tu ressens la même chose? Au contraire, ils valorisent ce que tu fais? Ils m'adorent. Ils m'adorent. Je suis gentil, je suis mignon, je parle très bien l'arabe, je fais des chansons sans insultes. Je sors un morceau en indépendant, je fais numéro 1, je suis encore dans le top 10 sur Spotify. C'est ça. Et comme je te dis, au tout début de ma carrière, moi j'étais en mode, je suis belge, l'industrie française, j'étais dans un label français, il faut plaire, comme je te dis, à ceux qui ne veulent pas m'ouvrir la porte. Aujourd'hui, j'ai pris l'âge pendant ces 2 ans et assez de maturité pour me dire, mais frère, arrête de forcer un truc, va chez ceux qui t'ouvrent la porte et qui t'aiment. Et je le ressens. Quand tu vas là-bas, les possibilités de création, les possibilités de médias, elles sont tellement plus grandes qu'ici en Europe qu'à un moment donné, tu passes à autre chose, tu oublies. Au Maroc, je ressens l'amour et j'essaie de leur donner un max. Pour revenir en arrière, donc tu arrives avec tes petits morceaux, tu fais des 200, 300 vues au début, t'es remarqué, tu signes. Et puis là, je vois que ça change, parce que je vois des clips en tout cas, que ce soit au Maroc ou autre. Toi, quand tu rentres dans cette industrie, comment tu vois les choses? Parce il faut construire aussi ce côté où il faut que l'artiste il tape des chiffres, il faut qu'il soit reconnaissable. Tu sais, il y a tous ces paramètres que parfois tu peux pas saisir quand tu commences. Comment ça se passe? Comment tu découvres le monde de l'industrie et avec quel état d'esprit tu le découvres? Moi, je le découvre avec quel état d'esprit je suis content d'être là. Après que je t'ai fait péter, c'est ça? C'est ça, grâce à toi. J'ai hâte de recevoir mon CESS, mon bac. Je signe, tout se passe bien, on rigole, on s'amuse. Je suis un artiste, ça veut dire que je n'ai pas à me soucier de la paperasse, des conneries, etc. Je vis en toute honnêteté, voilà, aujourd'hui, je me dis, je vivais la belle vie. Les gens, ils payaient les clips. Moi, je venais, je chantais, je faisais mes trucs. Disons que c'est après le deuxième projet. Donc, les premiers EP. C'est là, en fait, tu commences à réaliser que quand un projet n'est pas rentable, peu importe l'amour qu'on veut te donner, on est ensemble, etc., arrive à un moment donné l'industrie qui toque à ta porte, qui te dit, frérot, on t'a donné de l'argent, ou il faut être rentable, il faut faire de l'argent aussi. Et c'est là où ta musique et ta réflexion, elle commence un peu à se modifier. Ta vision un peu du truc, tu te dis, ouais, là, j'aime pas trop forcément ce que je propose, mais je suis obligé de le proposer parce que là, si je fais ça, c'est sûr que j'ai 1 million de vues. Si je propose autre chose, ça va flop. Et disons que c'est évidemment que quand tu découvres ça, tu n'aimes pas parce que le hobby qu'est faire la musique devient un travail. Je pense que d'autres personnes l'ont vécu, j'ai pu en parler avec plein d'artistes d'une façon bien pire. Aujourd'hui, moi, je suis juste reconnaissant que aujourd'hui, c'est derrière moi. Dans le sens où j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris que ça, j'aimais pas. On a appris de nos erreurs, on a compris que le business, il est comme ça. Moi, je me tourne de l'autre côté. J'ai ma structure, j'ai fait en sorte de pouvoir travailler, d'avoir une petite économie, de kiffer, de faire kiffer les gens. Et ouais, j'avance. Quand tu dis rentabilité d'un artiste, c'est quoi la rentabilité d'un artiste? Parce que je me souviens, par exemple, tu avais des titres comme Ça fait Salina qui a été, pour moi, qui a été un gros tube. Je ne sais plus combien de millions il a. Que ce soit de streams, de clips. Des 20 millions, 10 millions. Ouais. Et j'ai aussi ces discussions-là avec certains artistes. Je te jure, il y a des artistes,
qui, sur Spotify par exemple, ils sont à des 1 million d'auditeurs et qui me disent on est en train de galérer pour arriver au bon compte. Et là, je me dis, mais attends, la musique, c'est un Eldorado ou c'est un piège? C'est quoi le truc? Il n'y a personne qui vit de la musique. Au State, peut-être, parce qu'ils signent pour 15 millions ou 20 millions. En fait, ça dépend c'est quoi ton contrat, déjà. Si tu es signé en artiste et que tu fais 1 million d'auditeurs, tu fais 1 million de streams, tu es sûr que tu touches rien du tout. Parce que, en fait, il faut vraiment être indépendant, être une machine, une usine comme PNL, comme Booba, comme Jul, comme Nino, et c'est tout. Il y a pas d'autre. Je pense, je regardais Florian de 135 médias dernièrement, là, il a fait une interview, et il a dit, dans tout le rap game, il y a peut-être 10 ou 20 personnes qui gagnent de l'argent et qui vivent bien. Parce que, comme je t'ai dit, il faut être rentable. Quand tu signes, parce que tu as un buzz, aujourd'hui il y a des buzz TikTok, tu signes, on te donne 500 000, tu dois les rendre les 500 000. Tu dois les rentabiliser en tout cas. Non, tu dois rentabiliser, c'est le label qui doit les rentabiliser. Ouais. Toi, tu dois les rendre. On t'a donné ça, on t'a dit, va me faire un album très rapidement. 2 clips, 20 000 euros. Ingé son, session studio, 20 000 euros. Ta vie, tu dois vivre avec, etc. Promo, 80 000 euros. Waouh, très rapidement, l'argent, il part. Hein. Et si derrière, toi, tu n'as pas essayé de proposer un truc stylé ou différent, tu n'as pas fait le buzz, mon gars, c'est pas tes millions d'auditeurs mensuels qui vont te faire manger. Et comme je te dis, moi, au tout début de ma carrière, ça, je le sais pas. Je suis juste content d'être là. Je suis un mec chill, je fais de la musique, je chante. Dans la rue, on m'arrête, prends des photos, let's go. Mais une fois que tu réalises ça et tu dis, mais comment est-ce que je suis capable de payer un loyer avec aussi peu de streams et aussi peu de streams et autant de gens qui mangent sur ton tagine. C'est compliqué. Tu vois. Donc, est-ce qu'il y a de l'argent dans la musique pour l'élite? Et l'élite, elle est vraiment en train de faire énormément de streams et ils essaient d'être le moins possible à la table. Tu vois. Donc, parce que ce qui est assez marrant, c'est que j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste aussi, tu as besoin de cultiver, c'est peut-être pas forcément ton cas, mais un espèce de standing. Tu vois, un mec qui fait 1 million de vues, il doit, je sais pas moi, poster en posant avec des sables, des trucs. Ouais. Je me suis dit, wow, il y a ça. Puis il y a aussi le truc on le connaît tous, hein, dès que tu fais un peu de vues, que ce soit même artiste ou même média, dans ta ville, il y aura des gens qui vont ne pas t'aimer sans aucune raison. Ouais. Tu vois, donc il y a ce truc-là qui est aussi un peu embêtant. Et quand tu dis, purée, si je mange pas et j'ai des mecs de ma ville que je connais même pas qui disent c'est un salopard, de l'autre côté, je dois faire blahni, genre je suis en place. Ouais. Ça devient un peu lourd tout ça. C'est ça. Moi, ce qui est très bien, c'est que moi, dans mon image, et ça, c'était une des premières discussions que j'ai eues au tout début de ma carrière, c'est quoi l'image que tu as envie de donner? Moi, je dis, la hesse, mon pote. On va pas faire semblant, comme tu as dit, on va pas faire blahni. Déjà, ça me sauve, parce que, tu vois, je suis pas dans le monde de bling-bling où je dois prouver. Moi, tu me vois avec mon vélo, tu me vois dans le métro tous les jours, zen, je mange au quartier. Tu vois, ça fait que, je n'ai pas, en toute honnêteté, je n'ai pas eu de gens autour de moi qui me disent, ouais, mais lui. Tu vois. J'ai essayé de garder ça le plus honnête et le plus simple possible. Et pour le moment, ça fonctionne. Mais c'est vrai que quand tu as un certain standing ou une certaine image que tu as envie de vendre, mon gars, c'est compliqué. C'est compliqué. Et scoop, 90% des gens, ils mentent. 90% des gens, c'est des locations. Les vêtements, ils les rendent, tu vois. Mais tu es rentré dans ce business-là. Tu as envie de vendre cette image-là. Moi, je ne vends pas ça. Donc, moi, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Alhamdoulilah, je suis content. S'il y a vraiment un truc positif, c'est qu'il n'y a pas... Je ne vais pas mettre du budget pour faire semblant. Alors, je vais peut-être poser une question un peu piquante, mais est-ce que, après tout ce qu'on dit là, vous n'êtes pas un peu des menteurs, les artistes? Dans le sens où, en fait, c'est comme si c'était perpétuer un rêve pour les autres, c'est-à-dire pour le public, pour les artistes qui vont suivre, et qui vont découvrir cette réalité-là. Oui. Parce que finalement, c'est vrai. Pas que artistes, hein, médias, tout ça, moi j'ai rencontré des journalistes qui pèsent, c'est le prolétariat. Ah ouais? Ce qui touche, je veux dire... Moi, j'ai été une des premières victimes de ce mensonge-là.
quand je suis arrivé dans le game et que j'ai ouvert les yeux et j'ai compris, je me suis dit, mais c'est tous des menteurs. Alors que, tu sais, moi, je suis un fan de musique. C'est-à-dire que des interviews d'autres artistes, j'ai écouté et j'étais en mode, mais là, il a dit ce truc, mais c'est pas la vraie vie, ça. Tu vois, c'est pas vrai. Et j'essaye à ma petite échelle, à mon humble niveau, de dire aux gens, les gars, tout ça, c'est des mythes. C'est pas vrai, tu vois. Donc, quand un artiste il vient, il te fait un bon clip, puis après il paye un média, parce que les médias on les paye pour poster lui qui fait semblant d'être avec de la sécurité et pour créer, tu vois, cette image, etc. Bah, en fait, tu as des petits qui se disent, mais regarde, lui, il a fait 1 million de vues, il a tout ça. Il a rien, il est pas si connu. Regarde tout ce que j'ai vu là sur les réseaux. Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, c'est ça que Et une fois que tu rentres là-dedans et que tu signes et que tu dois rembourser et que tu vois que il n'y a rien du tout, bah, tu es bloqué. Bah, parce que le contrat, tu l'as signé, débrouille-toi et tu peux va bosser à la STIB ou va bosser à gauche, à droite, tu vois. Donc, non, que ce soit les médias, que ce soit les artistes, tout l'écosystème, pour moi, il est, et pas qu'en France, hein, parce que là, certes, on est en mode francophone, mais je pense un peu partout, il y a ce mensonge et on essaie d'embellir le truc. Et faut pas, vaut mieux être honnête, gérer son business et être sûr que demain, si tu signes, bah, tu es sûr de tes pourcentages. Tu sais que si ça fonctionne, tu gagnes de l'argent. Si ça fonctionne pas, tu n'es pas à la rue. Je pense que les gens n'ont pas encore appris ça. Tu as eu tes petites galères de production, etc. Tu reviens en indépendant. C'est quoi les armes que tu acquiers après avoir découvert l'industrie, après avoir eu des problèmes dans l'industrie, avoir eu un espèce de désenchantement en découvrant la réalité des uns et des autres? Avec quelle arme tu viens pour créer ton truc? Une arme. Mon avocat. Ça, mon gars. Hey, tu sais, quand tu as 17 ans et que tu as envie de signer, etc., et que tu dis avocat, tu penses pas à l'importance que cette personne peut avoir dans ta vie et dans ta carrière. Donc, vraiment, un avocat, c'est quelque chose qui connaît la musique, tu vois, spécialisé, parce que bah, le mec, en fait, il est payé pour te dire les vérités. Là, ça fait 1 an que je suis en indépendant, j'ai ouvert South. C'est pas le paradis, c'est chiant, parce que c'est la paperasse, il faut gérer les budgets. Comme je t'ai dit, tu as la double casquette, surtout quand tu es artiste, producteur, c'est que parfois tu as envie de faire plaisir à l'artiste, mais le producteur, il te dit, famille, là, c'est un peu trop d'argent, tu dois dépenser moins que ça, tu vois. Il y a vraiment cette discussion que j'ai avec moi-même et avec mon management, etc. On essaie d'allier le plaisir, le kiff, une belle proposition artistique et justement un bon business et une manière de ne pas se sentir lésé plus tard, là où j'ai pu l'être dans ma carrière précédente. Ouais, mais c'est amusant, c'est marrant. Je préfère être dans cette merde-là et je suis sûr que tout m'appartient. S'il y a une connerie, c'est ma faute. Je l'assume plutôt que me dire c'est la faute des autres. Pourquoi est-ce que j'ai travaillé avec toi? Non, je préfère. Si ça fonctionne, c'est grâce à moi. Si ça fonctionne pas, c'est à cause de moi. Pour pas forcément être trop caricatural, quels sont aussi les avantages d'être signé et d'être encadré par un producteur avec le recul que tu vois? Et les désavantages, on en a déjà parlé, mais j'imagine qu'il y a quand même des avantages. Je pense la tranquillité, dans le sens où tu n'as pas de souci de sortir de l'argent. Parce que c'est le concept du producteur. C'est lui qui produit, c'est lui qui sort de l'argent. Si voilà, tu es avec des producteurs ou même dans un label directement, dans une major, tu as juste à jouer le rôle de l'artiste. Tu vois, tu dois juste venir et être beau et chanter bien. Et t'es même pas, pour certaines personnes, tu n'es même pas obligé d'écrire tes chansons ni top liner. Ils vont tout faire pour toi. On te donne, on te dit voilà, on a mis de l'argent, on a acheté cette chanson, chante-la. Et tiens, tu veux une voiture, tiens, on te la paye. Et tu as vraiment cette liberté-là. Là où, ouais, quand tu veux partir dans l'indépendance, bah, c'est des calculs. Enfin, l'artiste, il est un peu plus biaisé parce que bah, tu as une société à la fin de l'année, bah, y a le comptable, tu vois, et tu dois payer tout le monde. Donc, ouais, s'il y a vraiment un avantage pour répondre à ta question, c'est que tu es un peu plus tranquille et tu as beaucoup moins de cases à remplir et de dossiers à gérer. Quels sont les conseils que tu donnerais aux artistes qui ont l'ambition, par exemple, de signer ou autre? Parce que j'imagine, tu vois, moi, j'écoute des histoires avec des artistes que c'est mal fini à des producteurs.
Je trouve que c'est comme quand tu parles avec un mec ou une meuf, quand c'est fini leur histoire de couple. Ouais. Il y en a un, il va te dire c'est de sa faute, l'autre c'est de sa faute. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que la vérité, elle est un peu au milieu. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, totalement. C'est quoi les conseils que tu donnerais après ton expérience? Pour un jeune artiste, il faut un bon avocat, déjà, premièrement. Très important d'avoir une équipe. Parce que les gens, souvent, ils disent mon équipe, mais c'est tes potes. Non, une équipe qui connaît, qui comprend le business. Tu vois, un comptable, si tu as envie d'ouvrir une société, un avocat, des gens dans l'industrie. Bon. Je pense qu'il n'y a pas de bon contrat. Ça n'existe pas. Pose-toi les questions de qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu vas aller et ce dont tu as besoin. Parce que les gens aujourd'hui, c'est trop. Et j'en ai fait partie. L'indépendance, la distrib, waouh, PNL, Joule, etc. Ils sont 500 derrière. Il y a 500 personnes qui travaillent derrière l'indépendance. Donc, si toi, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le savoir-faire, tu n'as pas l'entourage pour, bah, c'est pas fait pour toi. Et comme je dis, à cause des menteurs, à cause des médias, à cause de ce qu'on voit sur Internet, parfois les gens, bah, ils vont courir vers ce truc alors que le contrat n'est pas optimal pour eux. Donc, pour moi, c'est si tu ne te poses pas les questions de qu'est-ce que je veux, où est-ce que je vais aller et j'ai besoin de quoi, bah, ne signe pas. Une fois que tu le sais, bah, tu vas voir que les contrats ils sont faits pour être adaptés à n'importe quel profil, n'importe quel artiste. Et ouais, pour moi, c'est ça. Pose-toi des bonnes questions, être patient et être bien entouré avec un avocat. C'est aujourd'hui une nouvelle réalité, l'indépendance, mais totale, dans le sens où, par exemple, je prends le cas de 404 Billy, qui expliquait, lui, que il est action manager, il n'est pas dans les placements promo chez les médias, donc il ne paye pas, et il se dit, bon, moi, je mets mon son sur TuneCore ou DistroKid, peu importe, tout me revient, quoi. Quand je dis tout, allez, on va dire 80-90%, on va dire, grosso modo, on va dire. Si tu es signé en artiste, tu es peut-être à 8%. Donc, si, imaginons, si tu es signé en artiste, tu dois vendre 100 000 pour être un minimum rentable, bah lui, il peut vendre 10 000. Ouais, c'est ça. Est-ce que les mini-marchés, c'est quelque chose, toi, alors que ta musique, finalement, elle fait du... Ouais, elle a une plus grosse portée que les artistes que j'ai cités. Bah, vaut mieux avoir un mini entourage, une mini vie et faire ce que je fais, donc des gros morceaux. Parce que, bah, comme je t'ai dit, il n'y a pas de formule magique. Tout est bon, tout est... Si toi, tu as un artiste qui veut vendre du rêve, tu as envie de faire le rappeur avec des grosses voitures, des montres, etc. C'est la vie que t'aimes, bah, tu dois être prêt à préparer la musique et l'industrie autour et tout le business qui va te ramener ça. Donc, pour moi, c'est un peu plus risqué parce que tu es sûr que si tu veux cette vie-là et cette voiture, etc., bah, tu dois faire rentrer de l'argent. Quelqu'un qui, par exemple, il fait de la musique, il y en a beaucoup, ils sont mariés, ils ont un enfant, il a déjà son appart, il fait de la musique pour le kiff, il n'a pas forcément besoin d'1 million d'euros par mois, il n'a pas forcément des grands rêves de faire des tournées. Faire un concert par an pour lui, c'est le top. Tu te doutes bien que lui, il peut se permettre d'aller sur TuneCore et d'avoir un manager, un avocat, une petite équipe, sortir de la musique avec ses potes, beatmaker qui va payer un peu, l'ingé son qui va peut-être pas payer, un petit clip à 2 000 euros, tu vois. Pour moi, il y a pas, encore une fois, il n'y a pas de règles, c'est plus l'artiste qui doit se poser la question. Qu'est-ce que je veux dire avec cette musique-là? Où est-ce que j'ai envie d'être? Moi, aujourd'hui, je suis content, j'habite au quartier, je suis avec mes potes, j'ai pas une vie de Chris Brown. Donc, tu te doutes bien qu'avec cette musique-là qui fonctionne et qui tourne un peu, je suis plus dans le vert que certains gros rappeurs. Hein. Je suis beaucoup plus dans le vert que beaucoup de gens parce que eux, leur mode de vie, bah, je dois dépenser, je dois montrer. C'est à l'artiste de choisir. Si tu es content, tu sais, je te donne un exemple, Russ. Tu connais Russ, avec les cheveux longs, l'américain. Lui, pendant mes 2 ans, là, quand j'étais dans mes blocages et que je regardais des vidéos à gauche, à droite, bah lui, je tombe sur ses vidéos, sur ses interviews, et lui, il explique ça. Il te dit comment ça se fait que d'autres rappeurs, c'est l'industrie américaine, c'est tout fois 100. C'est-à-dire que ici, quand tu signes pour 1 million, là-bas, tu vas signer pour 10. Mais c'est d'autres types de contrats, c'est pour... pas fois 100 du coup, mais bon, t'étais pas fort en maths, mais... Non, je voulais pas 100 millions, c'est pas tout le monde. Okay. Mais bref. Oh, tu me claquer, non, je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est... Il te dit, bah, quand tu es rappeur là-bas,
et que tu dois vendre cette image de chaîne, voiture, bling bling, etc., bah, beaucoup d'artistes s'endettent ou ils sont obligés de payer à gauche à droite. Mon pote, ma daronne, elle veut un truc, mon ami veut une voiture aussi, etc. Tu arrives pour sortir un album, t'as pas le budget, tu l'as déjà dépensé. Tu arrives, tu sors un album, tu fais pas assez pour rembourser le label. Tu es bloqué, tu disparais. Et il te dit, regardez-moi. Et lui, il a eu beaucoup de haine sur les réseaux, etc. Parce qu'il disait des vérités. Il disait, regardez, moi, j'ai pas de chaîne. Moi, j'ai mes masters. J'ai pas signé en major comme tout le monde, alors que je fais 10 millions d'auditeurs mensuels, etc. Et je me rappelle l'année où il a eu vraiment ce backlash, là, ce bad buzz de ouais, frère, tu critiques d'autres artistes. Il y a Forbes qui poste les top 50 plus riches et il est 20e. Et en fait, il poste et il dit regardez, ils sont où vos autres rappeurs, là, bling bling. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est que parfois, c'est ça, tu dois juste être intelligent. Tu comprends les chiffres, tu es bien entouré, tu te poses la question où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Le label, il veut juste faire du business. Un producteur, il veut juste faire du business. Tu peux venir chez lui et lui dire non, je veux plus de pourcentage, je veux pas d'avance. Si tu prends pas d'avance, par exemple, tu sors de la musique et tout t'appartient. Mais est-ce que les gens aujourd'hui, ils ont cette intelligence-là de voir au long terme? Je sais pas. C'est quoi aussi l'expérience que tu tires en revenant en indépendant, dans le sens où voilà, tu as eu des misbrouilles avec ton producteur finalement, ça s'est mal fini, etc. Là, c'est bon, vous êtes passé à autre chose, mais est-ce que ça a un impact? Il y a eu beaucoup d'exemples où il y a des producteurs qui ont été un peu mis de côté parce que l'artiste était trop fort et qui se sont dit, bon, faut choisir un camp, ou inversement, etc. C'est ça. Est-ce que ça, c'est des trucs qui arrivent et comment est-ce qu'on fait face? Ou est-ce que c'est la musique et les chiffres qui effacent tout, quoi? Bah, voilà. La réalité, je pense que une fois que bon, on a réglé toutes les histoires et je suis arrivé en indépendant, la première réaction moi que j'avais de l'industrie, c'est bah tu dois faire tes preuves. T'es qui? Tu viens avec un truc nouveau, t'as pas tes masters, donc techniquement on n'a rien à gagner sur toi. Et tu viens 2 ans plus tard. Il y a des nouveaux rebeux qui font ce que tu faisais à l'époque. Tu sais, j'avais tout était contre moi. Donc on attend de voir. C'était vraiment, toute honnêteté, quand j'avais mes meetings tu sais, en label, etc., c'était on attend. On attend de voir. Sors tes premiers trucs, etc. Et après, on va voir. La réalité, c'est que les chiffres priment surtout. C'est-à-dire que moi, quand on me dit, ouais, on attend de voir, bonne chance, tu sais, voilà, c'est un cercle quand même assez fermé. T'es qui? T'es avec qui? Tu bosses avec qui? Ah, est-ce que t'es avec ce label? Là, t'arrives, t'es tout seul. Avec 2 ans de retard, avec pas trop de nouvelles musiques. Et ce que tu proposais, comme je t'ai dit, les gens le font déjà. Moi, je me suis lancé en solo, j'ai dit, c'est pas grave, indépendant à 100%, nous aussi, ce truc de TuneCore, etc. Et 5 mois plus tard, numéro 1 au Maroc, dizaines de millions de streams. Allô, on a vu, on a vu maintenant. Ah bah, c'est à toi de voir, est-ce que t'es assez mature pour leur dire, ok, d'accord, on se pose. Moi, je l'ai pas été. C'est rien à foutre. Ciao, bye, bitch. Tac, va voir. Donc, la réponse à la fin, c'est ça, malheureusement. C'est l'industrie. Est-ce que tu vas me ramener de l'argent? Oui, viens. Tu n'es pas. Et est-ce que c'est pas la perspective que tu dois adopter finalement, de se dire, en vrai, it's only business. En fait, Ah lui, oui, totalement. Non, là, ma réponse, elle était à 50% blague. Ok. Quand même. Évidemment qu'il faut faire ça. Tu vois. Mais tu te dis bien que moi, il n'y a que 3 ans, je ne l'avais pas. Bien sûr. Un média qui, ouais, mais les gars, je fais ça. C'est un truc que tu dois apprendre avec le temps. Mais ouais, à un moment donné, tu dois être assez mature pour te dire que c'est du business. Et une fois que tu le comprends, bah, c'est tellement plus simple. Et moi, aujourd'hui, je l'ai compris. Et comme je t'ai dit, je l'ai assez compris pour te dire, c'est du business, bah, tu sais quoi, j'en veux pas. Parce que moi, mon cercle, ma structure, la manière de. Là, comment je l'ai fait cette année, comme je t'ai dit, je suis totalement dans le vert. Donc, j'ai pas besoin aujourd'hui de te répondre et te dire viens on bosse ensemble. C'est plutôt ça ce que moi j'ai appris, ce que j'ai compris et ce que j'ai décidé de faire. Oui, il faut payer pour avoir un post sur TikTok, sur Twitter, mais qu'est-ce que j'ai rien à foutre, j'ai pas besoin, j'ai déjà un public qui le fait. Je préfère miser sur moi-même, rester comme je t'ai dit dans mon cercle, dans mon coin, regarder à gauche et faire ce qui me plaît et j'aurai aucune pression, je n'aurai aucun compte à rendre aux gens. Et ça n'a pas de prix. Quand tu te réveilles le matin et tu fais de la musique, et ça c'est un truc que, en toute honnêteté,
avec Fab, c'est le mec qui m'a le plus aidé ces 2 dernières années. C'est un beatmaker, ingé son, top liner, etc. Avec qui j'ai énormément bossé ces 2 dernières années. J'ai découvert le Tausen de 2018 qui vient, il fait de la musique, il teste des choses. Devine quoi? Ça sort pas. On est bloqué, on peut pas sortir. Demain, on va refaire un autre truc. Et ça, je l'avais perdu au début, quand les chansons fonctionnaient et qu'il y avait ce poids-là. Donc aujourd'hui, je préfère et j'aimerais bien, Inch'Allah, rester dans cette idée-là de bah, les gars, ça fonctionne. Moi, j'ai mon argent, j'ai mon public, j'ai mes shows. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. Donc là, tu arrives avec un EP qui s'appelle Baby Don't Cry. Exactement. C'est quoi la vision du truc? Tu sais, on en parlait de cette tendance disco Maghreb, etc. J'ai pas forcément retrouvé cette touche-là dans l'EP. Parce que toute l'année, j'ai joué dessus. Je reviens, je sors Zahari. C'est la première fois que je chante à 100% en arabe. J'enchaîne avec Soukar. Donc, c'est du morceau. Ça, c'est un morceau de Tausen où je mélange un peu le français et l'arabe. Je le clip à Casablanca. Juste après Soukar, je sors Dawini. Il pète tout cet été, numéro 1 au Maroc pendant des semaines. Je sors Nahna Radio, premier EP, où je me fit qu'avec des rebeux, un rebeu allemand, avec Dani, le rebeu français, avec un rebeu marocain, Ayoub Anbaoui. Je sors Bibalik, un nouveau single encore en arabe. Je peux te dire, j'en ai eu un peu marre. En vrai de vrai, c'était plus... Comme je t'ai dit, je le fais pas, c'est pas une hype pour moi. C'est pas, c'est la mode, je dois faire ça. Ça a toujours été honnête et naturel. Donc là, je l'ai sorti. Ça m'a remis dans le rouage, dans le bail. Et là, je me suis dit, bon, je n'oublie pas que ma palette artistique, elle a toujours été large. Et du coup, je voulais juste proposer un truc. J'avais cette idée depuis très longtemps de faire des petits EP surprises comme ça pour chaque saison. Et là, j'avais cette version de Winter Sound. Gellik. Winter Sound. Exactement, mais elle va te faire c'est là où on la garde. Et les morceaux, ils étaient déjà prêts. Tu sais que, par exemple, je te le dirais, c'est un morceau qui date de 2022. Les morceaux, ils sont là et il faut juste attendre comment bien le proposer. Et là, pour moi, la meilleure façon, c'était ça. Il y avait un clip, le single de Cicatrice, et proposition, tu sais, je me rase les cheveux, je sors le clip et le P en même temps. Les gens, ils étaient choc-barre, wesh. Et c'est bien parce que, comme je t'ai dit, parfois, évidemment, on n'est pas parfait. Le public, il va pas toujours aimer telle ou telle proposition. Mais là, au moins, j'ai, comme je t'ai dit, une proposition un peu plus différente. Et les réactions, le public qui me parle de ce projet-là est un peu plus différent. Moi, je suis toujours content. Il y a aussi un truc, tu disais, oui, moi, ma musique, elle parle beaucoup de sentiments. Lorsqu'on se voyait justement avant, tu me disais que, enfin, j'avais remarqué, et tu me disais que tu n'avais pas forcément eu beaucoup d'expérience. Tu étais un Hallelux un peu. Ouais. Est-ce que depuis, justement, tu as augmenté ton kilométrage? Est-ce que je suis encore Hallelux? Ouais. Mais totalement, mon pote. C'est vrai? Et comment est-ce que comment est-ce qu'on continue de parler d'un truc, enfin, en tout cas, on parle d'un truc qu'on n'a pas forcément expérimenté? Parce que mes potes, c'est pas des Hallelux. Ils se marient, ils divorcent, l'autre il est en couple, l'autre il est nanana. Non, moi j'ai jamais dit que c'était pas que mes... Écoute, moi mes relations, elles commencent à la discussion, puis on arrête après la discussion. Il y a jamais eu plus... Tu retèches pas? Loin. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Genre ça allait jamais plus loin. Et quand tu écoutes mes paroles, mes textes, 90% c'est de la drague. C'est 90% de la musique, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu être. Ou des trucs tristes. Mais voilà, tu vois, dans cette étape de discussion, il y a toujours, tu peux ressentir quelque chose de triste. J'ai jamais fait une chanson de mariage ou de c'est bon, t'es la femme de mes rêves. Ça, c'est un truc que j'ai jamais, parce que je l'ai jamais ressenti. Et donc, il y a toujours eu, on va dire, 30% de moi et 70% des autres. Et j'essaie un peu de diluer ça, de faire des morceaux un peu plus, de parler d'autres sujets, tu vois. Par exemple, Cicatrice, ça parle pas forcément de love. Mais je te mens pas que j'aime trop ça. Et voilà, les gens, je pense que les plus grosses chansons de l'histoire, c'est des chansons d'amour, entre guillemets. Que ça soit positif, négatif, mais c'est quelque chose, frère, c'est universel. J'ai pas envie de te parler de moi, qu'est-ce que je fais à Anderlecht, et j'ai fait ci. Les gens, ils s'en foutent un peu. Il y a un moment donné où il y aura un blocage, là où ce type de chanson-là, sentimentale, on va dire, est beaucoup plus intemporel, international, avec une bonne top line. Mon gars, tu t'observes.
Mais c'est pas... Ouais, on est toujours à l'élix. Mais comment ça se fait que tu fais que discuter? T'es toxique comme mec, wesh. Tu le fais exprès et puis ouais. tu tailles. Non, écoute, Tu cherches l'inspi ou quoi? là, j'ai découvert un nouveau truc. C'est que... Tinder? Non. Non? Ok. Très marrant. Eh, tout ça, on va garder. Je sais même pas ce que je voulais dire maintenant. Tu voulais me parler de Musematch? Non, non, vraiment pas. Ah. Non, je disais que j'ai découvert un nouveau truc là. C'est les meufs qui me disent on peut pas être ensemble parce que c'est trop connu. C'est un vrai sujet, ça. Hein. Ça, je m'y attendais pas. Ça, est-ce que c'était dans ma liste des phobies? Ouais. Et maintenant, je suis en train de le vivre. Hein. Ah, alors que je suis personne. Mais les gens, non, t'as trop d'abonnés, t'es trop connu. Genre, tu fais des TikTok. Oui, mais je fais de la promo, je fais de l'argent. Je suis en train de danser sur, tu vois. Donc, c'est pas, en toute honnêteté, c'est pas de ma faute. Et aujourd'hui, non, c'est pas de ma faute. Toxique, mec. 50-50. Non, comme je dis, mais là, je te dis, parfois, t'es en mode, t'es nia, tu veux, vas-y, on se marie. Là, je me fais vieux, j'ai bientôt 20 ans, là. Et il faut se marier. C'est bientôt, là. Et, ben ouais. Et parfois, la personne, elle n'est pas pour. Bien sûr. Et souvent, non, en toute honnêteté, pour terminer sur un truc plus sérieux, cette question, c'est, moi, je me réveille le matin, je pense à moi. Je pense à ma musique, je pense à Tausen, je pense au business. Je pense pas que tu puisses être honnête et sérieux avec une personne et vouloir quelque chose de sérieux qui dure avec cette mentalité-là. Et moi, je l'ai déjà remarqué, bah, parfois tu discutes avec quelqu'un et tout d'un coup, je suis au studio et j'ai déjà eu ça, vraiment, je vais à un séminaire et pendant 5 jours, on parle pas et la meuf, elle ne comprend pas. Tu te dis, wesh. Et je me suis rendu compte que j'ai un objectif à atteindre, je suis à 100% dessus. Peut-être que le jour où je vais me réveiller, je vais me dire « Ah, là, j'ai réussi, là, j'ai percé, là, j'ai ce que je veux. » C'est un déclic propre à chacun. C'est là où je vais passer à la deuxième étape de « Ok, maintenant, j'ai ce qu'il faut. Bah, maintenant, on va aller se marier. » Mais pour le moment, je ne force pas ce truc parce que je ne me vois pas venir chez quelqu'un et lui dire « Bah, écoute, je t'aime bien, mais je me préfère et je préfère ma musique avant toi. » C'est un peu trop égoïste. Donc, quand tu vas te marier, viens avec un avocat aussi. C'est comme signer en maison de disque. Mais t'es sérieux, fais attention. Séparation des biens. Chacun de son côté. Il y avait aussi un chapitre que je voulais aborder, c'est toi, tu es quelqu'un qui n'a pas, je dirais pas peur, mais qui s'exprime sur certains sujets. Dernièrement, tu t'es exprimé sur la Palestine notamment. Et le 8 février, justement, tu seras sur scène pour un soutien au peuple palestinien. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis sur ça, je vais prendre la parole? Bah, sur le sujet palestinien, c'est le sujet qui te choisit. Écoute, moi je suis marocain, j'ai grandi avec Al Jazeera à la télé et j'ai grandi avec ces images-là. Donc encore une fois, c'est pas un truc qui a commencé il y a 2 ans. C'est pas un truc où tu te dis ah bah vas-y je peux prendre position parce que des gens m'envoient des messages en DM en me disant ouais mais tu dois en parler, c'est pas ça. C'est un truc que depuis tout petit, moi un de mes premiers souvenirs ici en Belgique c'est des marches vers Bourse des Brouckères pour la Palestine. J'avais 12 ans. Donc c'est quelque chose pour moi qui est tellement normal. Et aussi par rapport à d'autres sujets, je pense que bon faire l'artiste juste pour faire l'artiste, c'est pas c'est vide. Ok, salut, j'ai sorti un morceau. Ok, j'ai sorti ce truc. Allez cliquer, allez partager. C'est pas ce que moi j'ai envie d'être. Et ouais, en tant qu'être humain, et voilà, tu peux avoir peur ou pas des répercussions que tu peux avoir après. Moi, je m'en fous un peu. Bah, tu décides de dire là c'est non, là c'est oui, là j'aime pas. Et entre nous, j'ai déjà eu des répercussions dans le sens où voilà, des business qui sont arrêtés. Ouais, des deals, des trucs, parce que, bah, en fait, tu postes un peu beaucoup en story. C'est un truc de fou, ça. Ouais. Parce que, tu sais, excuse-moi de te couper, mais je me suis toujours posé la question de me dire, mais les gens, ils ont peur de quoi, tu vois? Bah, ils ont peur de perdre de l'argent. Il y a des marques, elles veulent pas de politique, comme tu as dit. Si t'es trop en train de pousser telle ou telle histoire, tu te dis, écoute, nous, on est international, on veut un maximum de public. Si toi, tu as envie de proposer à ton public, bah, aller voter à gauche ou voter à droite, nous, on s'éloigne. Donc, je pense que, comme tu as dit, en politique, en général, peu importe le sujet, les gens, ils préfèrent parfois de juste penser à leur business, à leur poche et ne pas prendre position. Moi, je te mens pas, dès que c'est sorti, les gens, ils me DM « Ouais, tu dois en parler. » Ne vous inquiétez pas, on va le faire. Tu vois. Donc, quand on me propose, on me dit « Viens chanter
avec grand plaisir. C'est quoi monter sur scène et récolter un peu d'argent? Je le fais. Parce qu'il y a quand même un truc, il y a un débat aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont reçu des coups de pression par leur public de se dire il faut en parler. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que j'en discute avec certains artistes, il y en a certains qui disent mais en vrai, on peut peut-être trouver un autre moyen, tu vois, comme Amine Mathieu, Amine Mathieu, qui ont lancé leur stream, etc. Ils se sont dit parce qu'ils disent mais moi peut-être qu'en vrai je sais même pas de quoi, enfin je suis pas politique, je connais même pas ce qui se passe et que je suis pas non plus un politologue, tu vois ce que je veux dire? Mais moi je trouve que c'est un peu musique de forcer quelqu'un à parler, ce que par exemple Amine ou n'importe quel, tu sais il y a des artistes, je crois. Quelqu'un en Angleterre, il a fait un gros festival. Même en France, ils ont fait ça au Zénith. Ouais. Moi, je pense que c'est plus intéressant de faire ça, des vraies actions qui vont apporter leurs fruits, qui vont récolter de l'argent, qui vont encore plus sensibiliser. Mais venir chez quelqu'un et l'harceler, lui dire « Ouais, mais pourquoi t'en parles pas ?» Comme je t'ai dit, parce que peut-être que le mec, il doit payer un loyer, il a un seul business, et le business, comme on l'a dit, ne veut pas qu'il soit politique. Tu peux pas venir chez lui et dire « Ouais, frérot… Et peut-être qu'il envoie des dons privés, on sait Ouais, pas. mais c'est ça, mais c'est encore pire ça. Si le mec il est vraiment actif dans telle ou telle cause, en général, on parle vraiment pas que de la Palestine, en général, par exemple pour le Congo, le Soudan, et j'ai pas envie d'en parler parce que je dois payer un loyer, etc. Et toi, tu es là, tu marcelles, ouais, mais regardez, il parle pas de ça. Je trouve que c'est un peu mesquin. Je suis contre. Je peux comprendre que les gens soient un peu débiles et qu'ils disent, ouais, mais non, prends position. Mais tu sais pas ce que le mec il fait derrière. Et je préfère, en toute honnêteté, faire par exemple des live Twitch, des matchs où par exemple, tu as 1 milliard de personnes qui viennent et je sais pas, ils ont pris 4 millions d'euros. Ouais, vraiment, c'est incroyable. Non, ben voilà. Que juste faire un tweet. Tu vois, les vraies actions où les gens ils bougent vraiment. En plus, tu te dis pas c'est eux. C'est ça. Tu vois ce que tu dis pas, c'est eux, c'est des petits mecs dans leur chambre. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Mais parfois, tu vois, ça, moi j'ai déjà vu, je crois, sur Twitter, etc. Tu as l'impression des mecs sur Twitch, des chanteurs qui bougent encore plus que les politiciens. Mais moi, je me dis, let's go. Moi, j'aimerais bien. Donc, à n'importe quelle échelle, moi, je serais toujours là dans ce genre de mouvement-là. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on discute? Non. En toute honnêteté, je pense qu'on a bien parlé de l'avant, de l'après, c'est ça que j'attendais de la news. C'est un truc honnête, un truc plus profond que juste ouais, t'es arabe, ouais, t'es indépendant. Non, c'est cool, hein. C'est la moindre des choses, je t'ai fait péter, frère. Franchement, j'espère que les gens ils vont clipper tout ça et ils vont te refaire péter. 2025, ça va encore bombarder. L'album, enfin, Shokran. Ça va s'appeler Shokran? Ouais, parce que c'est un remerciement pour moi, pour le public, pour les gens qui étaient là avant, les gens qui vont venir. Juste Dieu, merci. Et j'espère aussi une petite tournée, hein. On va voir ça. Ouais, il faut être une star maintenant. J'en ai marre de prendre le métro. Moi aussi, je veux mentir, avoir du bling-bling. T'as déjà du bling-bling là? Non, c'est faux, c'est du faux. Tout est faux. Merci beaucoup, Towson. Merci à toi. Merci.